peut-être de l'aborder de deux manières, en replaçant peut-être la situation actuelle dans le cadre de l'évolution des conflits au cours de la période contemporaine, puisque nous avons eu peut-être un petit peu l'illusion de la paix et nous nous rendons compte que nous sommes en guerre. Donc ça amène là à s'interroger sur l'évolution des conflits contemporains. Et puis, dans un second temps, j'essaierai peut-être de préciser de quel type de conflit il s'agit, en employant en particulier la notion de conflit asymétrique. Alors, tout d'abord, pour replacer un petit peu la période douloureuse actuelle dans les conflits contemporains, il faut voir que l'état de guerre est malheureusement, je dirais, pratiquement une situation qui est constante à la surface du globe. J'ai regardé quelques statistiques, entre 1648 et 1940, on peut recenser à peu près, je crois, 300 conflits armés, et même dans la période récente, entre 1945 et 1990, les chercheurs qui ont travaillé précisément sur les conflits armés à la surface du globe ont recensé, je crois, 3 semaines de paix à la surface du globe. Donc, malheureusement, la guerre n'est pas une situation aussi exceptionnelle, même si dans nos sociétés occidentales, nous avons peut-être oublié ce qu'étaient ces conflits armés, en tout cas quand ils nous touchent sur notre sol. Et il faut voir que la notion de conflit armé a évolué. Traditionnellement, ces conflits armés sont des guerres, c'est-à-dire des guerres entre États souverains, avec une déclaration de guerre, un déroulement du conflit et un traité de paix. De manière générale, ces guerres ne sont, même si elles peuvent durer parfois quelques années, sont relativement limitées dans le temps. C'est-à-dire qu'un des deux adversaires finit par l'emporter sur l'autre et le conflit, au moins pour un certain temps, va s'arrêter. Donc ça, ce sont les guerres interétatiques, guerres qui sont en quelque sorte formalisées à travers un certain nombre de règles, à peu près à partir du XVIIe siècle, avec l'apparition des États clairement identifiés, des États ayant délimité leurs frontières, et qui vont à partir de là, d'une certaine manière, s'arroger ce que l'on peut appeler l'usage légitime de la violence. C'est-à-dire que ceux qui conduisent les guerres, eh bien, ce sont des États, ce sont des gouvernements. Donc on a cette vision, je dirais, très classique de la guerre, très formalisée. À partir de là, on a pu penser que la fin des conflits interétatiques qui paraissaient se profiler avec la fin de la guerre froide et l'ère de mondialisation dans laquelle nous vivons, eh bien, d'une certaine manière, allait déboucher sur la disparition des guerres, une guerre qui est mise d'ailleurs hors la loi sur le plan juridique, puisque l'ONU, à partir de la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, va finalement, entre États, considérer que la guerre est bannie. La guerre est hors la loi. Les seuls conflits susceptibles d'être légitimés sont, je dirais, les conflits de légitime défense d'un État par rapport à un autre, mais la guerre d'agression est considérée comme quelque chose qui doit être banni. Donc, d'une certaine manière, la guerre n'est plus la continuation de la politique par d'autres moyens, comme l'a dit Clausewitz. Et effectivement, même s'il y a toujours des luttes armées, à partir de 1945, les grands conflits interétatiques, donc entre États, eh bien, ont tendance à non pas disparaître totalement, mais à devenir de plus en plus rares. Après 1990, après 1991, l'implosion de l'URSS, on a pu penser également que la fin de la guerre froide allait, dans le contexte de mondialisation, également définitivement mettre un terme au conflit armé à la surface du globe. Or, on s'aperçoit
que, en fait, cette fin de la guerre froide et cette décennie 90 va être caractérisée par l'apparition de nouveaux types de conflits. Alors, ces nouveaux types de conflits ont en particulier la caractéristique d'être des conflits très souvent intra-étatiques. Conflits intra-étatiques qui vont se différencier des conflits précédents, d'une part parce que désormais ils ne mettent plus bien évidemment face à face deux États souverains. Ce sont souvent des conflits où les règles de la guerre, s'il pouvait exister des règles de la guerre, disparaissent. Ce sont des conflits également, j'y reviendrai tout à l'heure, qui sont asymétriques, puisque très souvent on va voir une armée conventionnelle face à des groupes armés qui se revendiquent d'idéologie fondée sur le nationalisme ethnique, sur le fondamentalisme religieux. Et ces conflits interétatiques vont devenir donc de plus en plus nombreux, ou en tout cas représenter désormais pratiquement la seule forme de conflit armé au cours de la période récente. Alors, l'explication de cette prolifération des conflits intra-étatiques renvoie à un certain nombre de réactions face à la mondialisation, renvoie également à l'affaiblissement des États, l'affaiblissement d'un certain nombre d'États souverains, et on va voir que les États faillis, en particulier ce qu'on qualifie d'États faillis, c'est-à-dire les États qui n'arrivent plus à maîtriser le contrôle de leur territoire, la Somalie en est l'archétype, mais on pourrait évoquer également d'une certaine manière l'Irak, la Syrie. On a là des États où les gouvernements sont d'une certaine manière souvent délégitimés et n'ont plus le contrôle de leur territoire. Eh bien, ces États faillis vont devenir des lieux de conflits internes, souvent tout d'abord, mais ensuite de conflits qui peuvent, et c'est là où je vais évoquer cette notion de conflit asymétrique, de conflits qui peuvent avoir des répercussions internationales, voire des conséquences à l'échelle mondiale. Alors, ces conflits que je vais évoquer, eh bien, on emploie différents termes pour les qualifier. J'ai parlé de conflits asymétriques, je vais parler de conflits asymétriques. On parle parfois également de conflits d'un troisième type, des conflits de troisième génération, c'est-à-dire des conflits qui, après l'ère des conflits, je dirais, d'ancien régime, entre des armées formées de professionnels, après l'ère des conflits de masse, avec des armées formées de citoyens soldats, eh bien, on aboutit à un troisième génération de conflits qui vont se caractériser très souvent donc par cette asymétrie que je vais développer, par l'absence de règles, par l'emploi de méthodes comme la guérilla, le terrorisme, et une violence également qui souvent va affecter d'abord les civils avant d'affecter les personnels militaires, les forces de sécurité. Alors, ces conflits, on peut les appeler également, là je reprends l'expression d'un historien spécialiste d'histoire militaire, André Corvisier, il parle de guerre prémoderne, parce que d'une certaine manière, ces conflits nous renvoient également à ce qui a pu exister avant l'affirmation des États westphaliens, avant finalement cette organisation de la guerre, cette réglementation de la guerre qui a pu exister dans le cadre des affrontements interétatiques. Alors pour autant, il ne faut pas non plus imaginer que ces conflits asymétriques, et il faut justement ne pas imaginer que ces conflits asymétriques sont quelque chose qu'on découvre aujourd'hui. Ils ont toujours existé, il y a toujours eu un fort et un faible, des stratèges chinois du 5e siècle avant Jésus-Christ, dans des traités d'art militaire, évoquent déjà d'une certaine manière cette notion de conflit asymétrique. Simplement, ce qui était auparavant
une lutte du faible contre le fort avec des techniques de guérilla. On a pu voir ça également pendant les guerres coloniales, hein, en particulier. Ces conflits asymétriques aujourd'hui prennent une nouvelle dimension. Ils prennent une nouvelle dimension à travers leur internationalisation, à travers leur globalisation. Hein. Alors, pour cela, donc, je voudrais évoquer un petit peu, pour terminer, les caractéristiques de ces conflits asymétriques. Hein. Donc, ils vont mettre en place, face à face, non pas un État face à un État, mais un État ou des États, c'est la situation actuelle aujourd'hui, face à des groupes armés. Groupes armés, en particulier, pour ce qui nous intéresse, se revendiquant, au moins pour partie, d'une idéologie de fondamentalisme religieux. Donc ce sont des conflits du fort au faible. Et le faible, dans le cadre de ces conflits, ou ceux qui en apparence sont faibles, ne disposent pas des moyens militaires conventionnels, eh bien, adaptent leur stratégie. Ils adaptent leur stratégie à travers différents aspects. On va essayer de frapper les points faibles de l'adversaire, donc en particulier ses populations civiles. On va utiliser des armes non conventionnelles, et en particulier l'usage du terrorisme, l'usage de la terreur, l'usage de la propagande également. Donc il faut bien voir que ces groupes armés utilisent en particulier également des technologies nouvelles. Je pense à Internet qui va servir de lieu de propagande, mais également d'espace de recrutement. Et on pourrait également ajouter que cette asymétrie, ces conflits asymétriques, eh bien, s'accompagnent en fait de différents niveaux d'asymétrie. Là, il y a eu une réflexion intéressante qui a été menée en particulier par des chercheurs américains depuis les années 90, donc depuis la confrontation finalement des forces conventionnelles avec ce nouveau type de conflit dans la période récente. Donc d'une part, asymétrie de méthode, donc ça je viens de l'évoquer un petit peu avec l'utilisation du terrorisme, asymétrie technologique, on ne va pas utiliser les mêmes armes, hein, et c'est là, si vous voulez, où parfois les journalistes se trompent un petit peu à la télévision quand ils montrent les blindés de Daesh, que Daesh a récupérés sur les forces armées irakiennes. Ces blindés n'ont aucune utilisation militaire pour Daesh, hein, il faut en être conscient. Hein. Ces blindés sont totalement vulnérables à des frappes aériennes. Hein. Daesh n'a aucun contrôle de l'espace aérien, donc les forces de là ou des coalitions ont le contrôle total de l'espace aérien, donc peuvent détruire ces blindés dès qu'ils apparaissent sur le champ de bataille. Donc, si vous voulez, ça n'a aucune importance. Par contre, ce qui est important, c'est l'utilisation par Daesh d'autres armes. Hein. Donc, je pense là à Internet et aux méthodes terroristes. Et puis, peut-être, ce qui est encore plus important, c'est l'asymétrie de volonté et de morale. Hein. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose qui est important. Puisque dans ces conflits asymétriques, il faut bien voir qu'il y a l'un des protagonistes qui lutte pour sa survie, qui, s'il perd le conflit, sait qu'il disparaîtra, alors que nos États luttent pour des objectifs qui peuvent apparaître, en tout cas au premier abord, plus secondaires. Il n'est heureusement peut-être pas question de survie. Et à ce moment-là, cela, bien sûr, débouche sur une question de volonté. Est-ce que les États qui sont face à ces groupes armés ont la volonté suffisante pour mener ces guerres, pour mener ces conflits, tant que, je dirais, leur existence n'est pas véritablement menacée, ou tant qu'ils n'ont pas conscience que leur existence peut être menacée, hein. Donc, si vous voulez, ceci c'est important, et ça débouche également sur une asymétrie en termes de morale, puisque bien souvent les troupes conventionnelles qui sont engagées dans ces conflits, eh bien, peuvent également être affectées par ce relatif manque de volonté,
et puis avoir également un moral affecté par les méthodes employées par l'adversaire, en particulier les attentats kamikazes, contre lesquels il est très difficile de se prémunir totalement, affectent considérablement le moral des forces conventionnelles. Autre aspect de cette asymétrie, une asymétrie en termes d'organisation, puisque on est là en présence donc d'adversaires, de groupes armés qui vont être donc non étatiques et qui vont avoir des formes d'organisation particulières. Alors si on prend par exemple le cas de Daesh, on a finalement une forme d'organisation spatiale qui pourrait correspondre à la volonté de construire un pseudo-État à cheval sur la Syrie et l'Irak, donc c'est ce fameux califat, mais qui s'accompagne également d'une ramification à l'échelle mondiale, sous une forme réticulaire, par le biais de réseaux terroristes. Donc ça, si vous voulez, c'est très important, parce que par rapport à une guerre conventionnelle, ou la plupart en tout cas des guerres conventionnelles, eh bien, il y a deux espaces de conflit. Il y a l'espace syro-irakien où ont lieu actuellement les frappes aériennes, mais il y a également un espace intérieur des États qui sont frappés par Daesh. Il y a en fait deux fronts. Il y a un front intérieur également, comme l'ont montré les attentats récents. Et puis enfin, pour terminer, ce conflit renvoie également à une asymétrie en termes de patience. En termes de patience, puisque nos États qui ont un peu oublié le coût des guerres, finalement, eh bien, peuvent avoir tendance à être pressés d'en finir, à avoir une vision d'un conflit court qui doit être terminé assez rapidement, alors que les groupes face auxquels ils sont en lutte, eh bien, ont plutôt une vision de conflits beaucoup plus durables, de conflits qui peuvent s'éterniser. C'est peut-être aussi une différence, puisque finalement, d'une certaine manière, ces conflits qui connaissent peut-être aujourd'hui une forme paroxysmique, eh bien, ce conflit, il est entamé quand même depuis maintenant un certain temps. Les attentats, l'action de ces groupes terroristes à échelle mondiale remontent maintenant en partie aux années 90, et donc il y a là une certaine durée du conflit, malheureusement, à laquelle nos États doivent également se préparer. Enfin, peut-être dernière caractéristique du conflit actuel, la difficulté également face à des groupes armés, face à la complexité de ces conflits, puisque, là je ne l'ai pas évoqué précisément, mais ce conflit auquel nous sommes aujourd'hui confrontés renvoie à des causes extrêmement diverses. On a bien sûr l'image du fondamentalisme religieux, mais il y a également la définition des frontières au Moyen-Orient, il y a également des réactions face à la mondialisation, il y a également des luttes internes au sein de la religion musulmane entre l'islam chiite et l'islam sunnite. Il y a eu des phénomènes d'instrumentalisation également de la part des États occidentaux de certains de ces groupes armés. Donc on est en présence d'un conflit finalement extrêmement complexe et qui pose là le problème aussi des capacités, on le voit aujourd'hui, de créer des coalitions d'États face à ces groupes armés, et également d'un certain flou peut-être aussi malheureusement sur qui est qui finalement, qui est allié, qui n'est pas véritablement un allié dans la situation actuelle. Donc je crois qu'il faut aussi conclure sur la complexité de ce type de conflit asymétrique, peut-être par rapport aux guerres conventionnelles, aux guerres interétatiques, auxquelles finalement l'histoire avait habitué les États occidentaux. Merci Eric. Peut-être avant de passer aux questions, un point sur la question justement du traitement de la guerre par les médias, qui est à mon avis au cœur de notre réflexion en tant qu'enseignants sur le travail à faire avec les élèves.
Nicolas Rocher, et puis ensuite on passera aux questions. Si vous avez des questions concernant Éric Bordeaux, vous pouvez les noter tout de suite, puis on les prendra après l'intervention de Nicolas. Ta connexion.